Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente. Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du numérique pour tous. Je suis ravie de vous retrouver. Et aujourd'hui, on va parler cyclisme et de la révolution qui se trame dans cet univers, alors que nous sommes depuis l'après-guerre un pays façonné par la voiture. Alors quelles sont les innovations les plus folles en termes d'équipement de nos bicyclettes? Comment s'entraîner au quotidien? Comment acheter le meilleur vélo en ligne? Ou encore quel est l'impact de cette nouvelle mobilité sur la sécurité routière? C'est ce que nous allons découvrir et tenter de comprendre avec nos invités. Le numérique pour tous spécial cyclisme, c'est parti et c'est tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Et aujourd'hui dans le numérique pour tous, on va vous faire découvrir la révolution qui se trame dans le monde du vélo. Et pour commencer, j'ai le plaisir d'accueillir Alexandre Rispal. Alexandre, bonjour, vous êtes entrepreneur, vice-président de Cycling Tech France et cofondateur de InsurTech France. Et aujourd'hui, investisseur dans une méthode de coaching pour cyclistes. Donc vous avez beaucoup de choses à nous raconter. Alexandre, le marché de la bicyclette a radicalement évolué depuis la crise du Covid, tout comme l'urbanisme d'ailleurs qui conditionne son usage. Dites-nous un petit peu quelle est l'actualité de la bicyclette en France depuis ces derniers mois ou ces dernières années. Bonjour Vanessa, et puis ravi d'être avec vous. Donc effectivement, tout un chacun l'a constaté à la sortie du Covid, il y a eu une augmentation des demandes pour avoir des vélos déjà, pour commencer. Donc je pense que là-dessus, d'autres invités pourront rebondir, mais c'était compliqué de trouver des vélos, que ce soit des vélos neufs, des vélos d'occasion. Ça a été un premier phénomène. Et puis la part du vélo taf aussi a bondi dans les villes. Donc on a une part de vélo taf qui est aujourd'hui peu ou prou à 5% finalement des gens qui travaillent, qui utilisent leur vélo. 5% vous dites, oui, 5% des gens pratiquement qui vont 5%. Et les projections tentent à dire que c'est un phénomène qui va continuer à s'accroître dans les prochaines années. Donc besoin de liberté à l'issue du Covid, besoin aussi derrière et prise en compte des enjeux autour de la planète. Donc ça, c'est les deux, entre guillemets, déclencheurs qui ont fait que le vélo, finalement, est redevenu à la mode. Parce que comme vous le disiez, la France a été un leader dans l'industrie pendant des décennies. Et puis, il y a un choix qui a été fait. Dans les années 60 de privilégier la voiture. Et petit à petit, les zones de partage sur la route se sont estompées. Le vélo, en France en particulier, a une image très très sportive au final, voire très populaire, sans que ce soit péjoratif, mais du coup qu'il a un petit peu cantonné. Et on a redécouvert finalement en 2020 qu'il y avait besoin de réindustrialiser le monde du vélo, qu'il y avait besoin aussi de l'utiliser d'une autre manière, autour du bien-être. On s'est aussi rendu compte que le vélo derrière c'était pas neutre, c'est-à-dire que derrière il y a des enjeux de sécurité routière, de protection. Alors on va en parler justement, Mais dites-nous un petit peu, quels sont les acteurs qui composent ce marché justement, parce que les vélos aujourd'hui il y en a pléthore, il y a plein de boutiques de vélos qui s'ouvrent aux quatre coins de nos rues. Qui sont les grands acteurs? Alors je vais prendre un cas pratique qu'on a constaté chez Cycling Tech France quand on a voulu monter Cycling Tech France, donc il y a environ un an aujourd'hui, avec plusieurs entrepreneurs qui viennent du monde du vélo et d'autres secteurs d'activité, notamment avec des gens comme Éric Dodin, Alexandre Mola, pour n'en citer que quelques-uns, aussi Anouk Barra, et puis après on a eu des entrepreneurs comme Xavier, comme Niels, qui nous ont rejoints. Nous écouterons tout à l'heure d'ailleurs. Tout à fait. On a fait un appel un peu à candidature pour savoir déjà qu'est-ce que c'était la filière vélo. Est-ce qu'il y avait une filière vélo? Parce que on avait des acteurs historiques, structurés, donc dans l'industrie, des fabricants, mais finalement le vélo est plus large que ça. Donc on a des acteurs dans la data, dans la santé, et Roland Berger a fait une étude et s'est rendu compte qu'il y avait plus de 200 startups qui avaient été créées ces 10 dernières années, et que ça pesait seulement 100 millions d'euros des fonds qui avaient été investis. Mais concrètement, qu'est-ce qui a véritablement changé justement dans ces 10 dernières années? Nouvelle fabrication, nouvelle méthode de fabrication. On peut fabriquer des vélos 3D. Il y a les vélos avec assistance électrique qui sont développés. On a aussi donc des méthodes d'analyse de la data pour le cycle qui s'est développé tant pour la sécurité que pour le coaching. Et à côté de ça, c'est devenu un enjeu des pouvoirs publics. C'est-à-dire qu'il y a les états généraux du vélo qui ont été lancés en novembre dernier, qui tentent à dire que le gouvernement va investir plusieurs milliards chaque année, à la fois pour le côté industriel, donc retrouver une souveraineté sur la fabrication des vélos, et aussi mieux partager la route et inciter les collectivités à mettre en place derrière des plans d'urbanisme, des pistes cyclables, mais qui soient réellement praticables.
tant par les acteurs qui utilisent la voiture que par les cyclistes. Alors, vous évoquiez justement la data, hein, le vélo se numérise de plus en plus. Concrètement, les innovations les plus folles que vous avez vues récemment avec des vélos super équipés en termes d'innovation digitale? Alors, je crois qu'on a un représentant d'innovation folle, donc je laisserai Heritage Bike en parler. Mais ce qu'on a pu constater aujourd'hui, c'est qu'on peut améliorer finalement le bien-être des gens grâce aux données collectées grâce au vélo. Ça, c'est hyper important. Et après, il y a tout un tas d'innovations qui ont été faites sur des vélos pliables, sur derrière des vélos fabriqués en 3D notamment. Et ce sont juste des débuts, entre guillemets, dans l'innovation autour du cycle, puisque finalement, c'est un secteur qui était très performance et finalement qui a peu innové en réalité. Et donc là, depuis 3 ans, 4 ans, on voit vraiment des choses marquantes qui commencent à arriver. Alors, on a aussi des vélos électriques, hein, donc qui veut dire une batterie, mais c'est pas vraiment écologique, une batterie. Alors, vous parliez justement de respect de la planète. Alors, effectivement, la batterie, c'est un sujet à part entière sur sa durabilité, sur les composants, sur le lieu où elle est fabriquée, sur aussi la manière de lui redonner une seconde vie. Donc c'est la raison pour laquelle il y a pas mal d'acteurs de l'assurance notamment qui s'y sont penchés pour revenir là-dessus. Je pense notamment à des acteurs comme Owen et au-delà de ça, sur le VAE, il y a des vraies réflexions sur la complémentarité des modes de transport entre la voiture, les transports en commun, les bus, les vélos matériels, mécaniques et les VAE. Comment est-ce que derrière on fait fonctionner tout ça de manière efficace? VAE pour nos véhicule d'assistance électrique. D'accord. Alors bon, il y a une grande révolution, vous le dites, mais j'aimerais vous entendre un peu sur la sécurité, parce que le nombre de cyclistes morts dans des accidents routiers a bondi de 21% en France en 2021. Est-ce qu'il faut attendre davantage de régulation et avoir davantage de prévention routière, parce que là, on est dans une équation qui est pas terrible. Alors, il y a effectivement eu un boom des pratiques du vélo. On parle de 20 millions de personnes qui utilisent le vélo chaque année. Ça n'a pas été proportionnel en nombre de tués, ce qui est quand même rassurant. Donc certes, les chiffres se sont dégradés, mais pas dans des proportions équivalentes. Néanmoins, ce qu'on constate et ce qu'on a pu voir, c'est que dans les entreprises où il y a eu une incitation sur le passage au vélo, il y a de plus en plus d'indemnités journalières de travail. Donc il y a des gens qui vraiment se blessent, ils se cassent des poignets, des clavicules, etc. en allant au travail. Et pourquoi? Tout simplement parce que les fondamentaux du code de la route ne sont pas maîtrisés. Et c'est la raison pour laquelle il y a des grandes fédérations, comme la Fédération Française Vélo, pour ne citer que cet exemple-là, qui aujourd'hui travaille avec des acteurs de l'entrepreneuriat pour mettre à disposition des codes, des passes sécurité vélo, pour derrière, que les gens sachent circuler. Donc ça, c'est le petit A. Puis le deuxième point, c'est, je pense, tous les gens qui prennent des pistes cyclables, que ce soit dans Paris ou dans d'autres grandes villes, se rendent compte que derrière, c'est très dangereux. C'est-à-dire que la civilité n'est pas au rendez-vous, les gens ne savent pas freiner correctement, ne savent pas tourner. Donc au-delà du code de la route, il y a aussi un savoir rouler qui est prédominant, et c'est pas simplement en le faisant à 14 ans au collège qu'on le maîtrise dans le reste de sa vie. Et puis après, un vélo, ça s'entretient. Donc derrière, il faut pouvoir savoir les us et coutumes derrière de l'entretien et de la réparation vélo. Donc finalement, ce sont des basiques. Là, on n'est pas dans la haute technologie, mais ça ne pourra bien fonctionner, ce partage de la route, qu'à condition que les cyclistes aussi derrière puissent respecter ses fondamentaux. Avec un savoir-être. Alexandre, vous êtes donc président également de InsurTech France, qui est l'association des entreprises digitales dans le monde de l'assurance. Un conseil en termes d'assurance ou une innovation à proposer aux cyclistes, justement pour être bien protégés dans le cadre de l'utilisation du vélo en ville? Alors, il y a un formidable défi pour les assureurs aujourd'hui, et il y a des acteurs qui commencent à y répondre. Alors, quel est ce défi? C'est qu'aujourd'hui, la plupart des assureurs ont du mal à appréhender le fait de bien assurer des gens qui ont un vélo. Pourquoi? Parce que les vélos valent de plus en plus cher. On parle de 800 € à peu près pour un vélo d'occasion ou neuf acheté en mécanique, 1800 € pour un véhicule avec assistance électrique. Et il y a beaucoup de franchises aujourd'hui qui sont mises dans les produits. Et donc en fait, il y a déjà une meilleure connaissance du risque vélo qui doit être faite par ces grands acteurs, qui n'est pas encore au rendez-vous. Et il y a de plus en plus de nouveaux acteurs qui commencent à proposer donc des assurances. Certains le font au travers de cadenas connectés. Certains le font, par exemple, au travers des batteries électriques. Donc là, en l'occurrence, j'ai en tête 2 acteurs qui sont Sherlock pour les cadenas connectés, qui sont Owen pour les batteries. C'est 2 exemples concrets derrière de nouvelles AssureTech qui prennent le sujet à bras-le-corps. Mais ça ne pourra se faire qu'à condition derrière que le marché de l'assurance vélo derrière soit beaucoup plus large et que les statisticiens qui sont dans les compagnies d'assurance soient rassurés sur le fait que ce ne soient pas des produits vendus à perte en ne mettant pas plein de petites lignes et de franchises et de carences dans tous les sens. Le message est bien passé. Alexandre, un conseil pour conclure pour nos amis cyclistes et ceux qui ne le sont pas encore?
Je pense qu'il faut avoir conscience que c'est dangereux de faire du vélo. C'est super bien, c'est super bon pour la planète. Donc il faut rouler, il faut faire plein de kilomètres parce que ça permet d'économiser du CO2. Par contre, il faut revoir son code de la route vélo. Et mettre un casque. Et ça fait partie de ça d'ailleurs, mettre un casque. Merci beaucoup Alexandre de nous avoir permis de découvrir les tendances et innovations du marché du cyclisme. Restez avec nous, dans quelques instants nous aurons le plaisir d'accueillir un champion de France de cyclisme, désormais entrepreneur. Il nous fera part de sa méthode d'entraînement. Avec nous aussi un créateur de vélos de collection. Le numérique pour tous spécial vélo, ça continue dans quelques instants et c'est sur Sud Radio. Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente. Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Et aujourd'hui, un numérique pour tous spécial révolution du vélo. Et avec nous, un champion de France de cyclisme, Nils Broes. Bonjour, vous êtes coureur cycliste professionnel. Votre palmarès comprend notamment un titre de champion de France sur route, espoir et de nombreuses victoires obtenues, notamment au Tour du Finistère. Nils Broes, vous êtes, on le rappelle, le fils de Jean-Marcel Broes, ancien cycliste qui a notamment participé aux Jeux Olympiques de 1976 à Montréal. Et donc aujourd'hui, vous êtes entrepreneur avec la société Sorius. Nils, alors vous proposez une méthode de coaching pour accompagner les cyclistes dans leur pratique. D'où est née cette idée ? Bonjour à tous. Alors, d'où est née cette idée ? Très simplement, en fin de compte, vous l'avez dit, j'ai une carrière de cycliste. J'arpente toujours le dimanche matin mon vélo pour aller rouler avec des groupes. Et j'avais énormément de demandes pour être coaché, sauf que ça coûte très cher. Donc, en fin de compte, il y a énormément aujourd'hui de cyclistes qui pratiquent leur passion sans être accompagnés parce que ça coûte très cher. Donc, je me suis dit, mais pourquoi pas mettre une méthode d'entraînement sur laquelle j'ai accompagné beaucoup de coureurs dans professionnels dans le Tour de France et autres. Accessible à tous et pas cher, donc j'ai pensé tout de suite au digital et à mettre une intelligence artificielle en place pour démocratiser un marché et rendre accessible le coaching pour tous ces cyclistes. Alors à qui ça s'adresse pour comprendre ? Est-ce que ça s'adresse à la personne qui vraiment fait un sport régulièrement et qui parcourt beaucoup de kilomètres, ou ça s'adresse aussi aux gens qui enfourchent leur bicyclette pour aller au travail ? Concrètement, ce service, vous l'avez conçu pour qui ? On commence bien sûr avec des pratiquants un peu plus réguliers, mais aussi occasionnels, et les vélotaffeurs se sont installés progressivement dans le programme, puisqu'au fond ils ont besoin aujourd'hui de pouvoir être accompagnés sur leur chemin, sur leur quotidien. Donc ça s'adresse vraiment à un panel très large. Du débutant aux pratiquants réguliers. Alors quand on est un amateur, et excusez-moi de vous poser la question, on se dit pourtant on peut enfourcher sa bicyclette et puis on avance. Dans quelle mesure on a besoin de coaching quand on fait de la bicyclette ? Il y a toujours besoin d'une pratique. Alors effectivement, on est sur un petit challenge personnel. On peut vouloir s'améliorer ou avoir une perte de poids ou s'améliorer dans une topologie cycliste, par exemple, comme mieux grimper. Donc, on a aujourd'hui un accompagnement très large qui est vraiment dans un accompagnement. Et on en a parlé tout à l'heure sur la sécurité. Il faut aussi avoir un comportement, j'ai envie de dire, bien sur la chaussée, et on enfourche son vélo, et il faut connaître un peu les codes de la route. On vient les accompagner avec ce pass sécurité vélo pour pouvoir au moins leur donner les bonnes réglementations à avoir sur la chaussée. Donc c'est vraiment un accompagnement très large. Alors expliquez-nous Nils, on va sur votre application, dites-nous vraiment le pas à pas de cet accompagnement, comment ça se passe ? On va sur un site internet, on télécharge une application, on roule, et là vous avez des indications qui vont venir vous dire si vous avez bien pédalé, si vous avez utilisé assez d'énergie. Très très concrètement, pour nous qui sommes des amateurs, comment ça se déroule cette application Sorius ? Alors très concrètement, on va sur le site sorius-training.com. Ouais. C'est la première chose à faire. Et puis après, on va rentrer dans le questionnaire de profil qui va aujourd'hui nous donner les éléments nécessaires pour pouvoir les accompagner. Ils vont rentrer leur disponibilité d'entraînement, d'accompagnement. Et à partir de là, ils vont recevoir leur coaching pour la semaine qui suit. Et ainsi de suite. D'accord. Donc c'est très simple, c'est très rapide. Et là, ils peuvent évaluer donc leur performance, leur évolution. Est-ce qu'ils peuvent se mettre en groupe avec d'autres cyclistes pour un petit peu se comparer ? Comment ça se passe ? Alors, ils vont pouvoir
évoluer leur coaching en relation avec leurs sensations et leurs ressentis d'entraînement. Donc, ils vont pouvoir se noter, ils vont s'auto-noter. Et c'est derrière qu'on va pouvoir évoluer et améliorer la programmation d'entraînement. Tout ça est lié à une connexion et un API qui s'appelle Strava. Donc, on est connecté, on est relié à l'application Strava qui va pouvoir nous permettre de remonter toutes les données et pouvoir les analyser correctement pour pouvoir faire un plan d'entraînement et un accompagnement très performant. Et là, on reçoit des notifications. Comment ça se passe? Est-ce que vous êtes en relation téléphonique avec les pratiquants ou alors est-ce que c'est une interface qui permet justement d'avoir des messages? C'est une interface, c'est une interface d'analyse. Aujourd'hui, c'est vraiment un produit purement digitalisé. D'accord. Alors, vous nous disiez pendant la préparation de cette émission que vous contribuez à une pratique du sport solidaire. En quoi Sorius, justement... alors, c'est quoi le sport solidaire d'abord? Et en quoi, justement, vous y contribuez? Alors, on y contribue. Alors, le sport solidaire, aujourd'hui, on vient accompagner, Sorius reverse 5% de son chiffre d'affaires à une association pour pouvoir développer et accompagner les jeunes à s'équiper en matériel, par exemple, durant leur pratique. Parce qu'aujourd'hui, le vélo, ça coûte très cher, on en parle, mais ça coûte très, très cher et c'est moins accessible à certains jeunes. On est en collaboration aujourd'hui avec l'entente cycliste d'Aulnay-sous-Bois de Rancy dans le 93 pour accompagner ces jeunes de quartier à pouvoir être équipés et avoir une pratique, j'ai envie de dire, équitable par rapport à tous les autres pratiquants. Génial. Bah, écoutez, Nils, merci beaucoup. Je rappelle donc sorius-training.com si vous voulez parfaire votre pratique ou alors si vous voulez justement vous initier avec de bonnes méthodes et de bonnes bases. Sorius-training.com. Merci beaucoup, Nils. Merci, Vanessa. Merci. Et pour terminer cette émission, nous avons le plaisir d'accueillir un multi-entrepreneur militant dont la dernière entreprise dans le domaine de la fabrication de vélos. Ça s'appelle Atelier Héritage Bike. Et elle a été lancée, cette entreprise, sur la base d'un pari. Et aujourd'hui, c'est un véritable succès en France et en Europe. Xavier, bonjour. Allez, faites-nous rêver. Comment est née l'idée de votre dernière entreprise Héritage Bike ? Bonjour Vanessa et bonjour à tous et merci de m'accueillir. En fait, c'est né un petit peu comme la plupart des bonnes idées, un peu par hasard. Et en fait, moi, j'ai voulu acheter un vélo. Mon associé de l'époque voulait aussi acheter un vélo. On est allé dans un magasin comme tout le monde. Et puis, en fait, on s'est aperçu, parce que moi, c'était mon premier vélo électrique, que il y avait rien qui me plaisait, voilà, sur étagère, que les vélos étaient fabriqués pour la plupart dans des pays asiatiques et que j'avais pas d'émotion en achetant ce vélo parce que le vélo A ressemblait au vélo B qui ressemblait au vélo C. Et puis, il se trouve que comme tu as pu le dire, Vanessa, j'ai d'autres entreprises et notamment un événement où chaque année, en fait, je regroupe plusieurs entrepreneurs pour inventer l'entreprise de demain. Et un peu, j'ai été challengé sur scène et puis j'ai dit, moi, l'année prochaine, je reviendrai avec un vélo Made in France. Oui, un vrai Made in France, pas juste assemblé en France, qui aura un design unique et qui sera un petit peu innovant et vous verrez bien. Voilà, c'était un pari et puis on s'est lancé et puis l'entreprise était lancée et c'était il y a presque 4 ans maintenant. Voilà. Alors, expliquez-nous justement les vélos Héritage Bike, qu'est-ce qu'ils ont de particulier que vous ne trouviez pas sur étagère et que revendiquez-vous à travers le positionnement et la fabrication de ces vélos ? Pour expliquer simplement, je pense qu'on peut parler de comparaison avec le milieu de l'automobile, parce qu'on oppose souvent vélo et auto. En fait, quand vous achetez une automobile aujourd'hui, les marques ont un positionnement très précis, et notamment sur le premium. On sait que c'est différent d'aller acheter une Aston Martin que d'acheter une Dacia. J'ai rien contre les deux marques. Voilà. Et dans le vélo, c'était un petit peu moins évident. Et donc, nous, on a voulu appliquer un petit peu ce qui se passe dans le monde de l'automobile sur le vélo, en sachant que, je le répète, on n'était pas issu de la filière vélo. Donc, du coup, on a cassé un petit peu les codes dans le sens où on a fait comme nous, on pensait que ça se faisait. Donc, on n'est pas effectivement allé chercher des pièces assemblées à l'autre bout du monde. On s'est dit, on va faire un design unique, on va tout faire nous-mêmes, on veut un confort, on veut de l'innovation, on veut de tout. Et on s'est lancé, on a mis 1 an pour faire du sourcing, parce qu'en France, on a perdu un petit peu tout le savoir-faire qu'on avait il y a quelques années. Je pense notamment à des villes comme Saint-Étienne, qui était un peu le berceau du vélo. Voilà, donc on a relocalisé. C'était avant le Covid, je rappelle, parce que maintenant, aujourd'hui, ça paraît évident de plus fabriquer à l'autre bout du monde, mais à l'époque, c'était un petit peu moins évident. Et on n'a surtout pas écouté nos confrères qui nous ont tous dit ce qui est important, c'est le prix, la personne ne regarde pas où c'est fabriqué, etc. Voilà. Et nous, on est allé avec nos convictions, notre militantisme, comme tu disais. Et puis voilà, c'était lancé. Et en fait, ce qui est vraiment différent dans nos vélos, c'est que c'est des vélos qui ne ressemblent à aucun autre. Voilà, ils sont d'une fabrication assez exceptionnelle, un positionnement très premium, c'est vrai, qu'on assume sans problème. Et on a essayé de rajouter l'innovation. Mais pour moi, l'innovation,
C'est pas forcément des gadgets, loin de là. Alors justement, Xavier, dites-nous un peu en termes de technologie embarquée, ce qu'il y a sur cette Aston Martin du vélo. Très concrètement, qu'est-ce qu'on peut trouver ? En fait, l'innovation pour nous, c'est l'expérience utilisateur. Donc, par exemple, clairement aujourd'hui, quelqu'un qui se met au vélo, parce que moi, je faisais du vélo quand j'étais gamin, et puis après, j'ai un petit peu arrêté, un peu comme beaucoup. Moi, les dérailleurs, passer les vitesses, c'est pas quelque chose qui est pour moi un atout. Et donc, de pouvoir intégrer dans un vélo une vraie boîte de vitesse automatique, comme sur les autos, pour moi, ça, c'est une vraie innovation qui sert à quelque chose. Ça, c'est un premier point. Tout le monde se dit, oui, mais moi, t'as un vélo haut de gamme, mais tu as peur de le faire voler. Du coup, il faut trouver un système pour justement qu'il y ait le maximum de possibilités pour que ça soit pas qu'un problème d'assurance, mais que ça soit aussi un problème qu'on n'essaie pas de voler sur votre vélo. Et donc, on a un système qui bloque le vélo à distance, qui est géolocalisé, qui marche même dans les parkings souterrains, qui a une vraie alarme qui dépasse les 100 décibels et qui met le vélo en draisienne, c'est-à-dire que le vélo n'est plus entraîné et donc il ne sert plus à rien. Voilà, ça pour moi, c'est l'innovation. Après, l'innovation, elle peut être aussi sur des choses qui ne se voient pas au premier abord, mais qui sont importantes, notamment sur le point de vue, je dirais, éco-responsabilité. Par exemple. Aujourd'hui, par exemple, on utilise sur certains de nos produits de la fibre de lin avec de la résine biosourcée. Le lin, on va le chercher à moins de 200 km du lieu de production. Nous, on est tout en circuit court. Voilà, ça pour moi, ça c'est quelque chose qui est important. Pareil, l'acier, sur certains de nos vélos, on est en acier. Il y en a d'autres qui sont en fibre de carbone. On essaie de tout faire fabriquer en France et d'aller jusqu'au bout. C'est-à-dire que l'acier, de souder en France, de le cintrer en France, c'est bien. Mais si on peut acheter aussi de l'acier français, c'est encore mieux. Voilà, c'est ce qu'on essaie de faire. Vous êtes exemplaire, mais alors ça doit coûter quand même un peu cher, non ? Un vélo Heritage Bike ? Alors c'est vrai qu'on est sur un positionnement premium. Je pense qu'on a des marges qui sont moins grandes que la plupart de nos concurrents qui fabriquent à l'autre bout du monde. Mais en fait, on a essayé de se dire, on va raconter une histoire et on va aller jusqu'au bout de nos convictions. Et on s'est dit, nos clients vont s'y retrouver. Et en fait, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Alors effectivement, c'est pas accessible à tout le monde parce que notre gamme commence. On a 6 modèles, mais notre gamme commence à 5009 TTC jusqu'à 12 000 euros. Donc effectivement, on n'est pas accessible pour tout le monde, mais c'est pareil dans la voiture, c'est pareil sur une montre, une montre de luxe, elle donne la même heure, mais il y en a qui apprécient des beaux objets, le mécanisme, le petit détail qui fait la différence. Nous on cible ces personnes-là, et donc du coup on a fait le vélo de nos rêves quelque part, on l'a mis sur le marché avec un prix en cohérence. Voilà. Et ça marche. Juste pour nos auditeurs qui voudraient se procurer un vélo Heritage Bike, vous êtes distribué sur Internet et ça met du temps pour recevoir son vélo ? Alors nous, l'avantage, c'est que vu qu'on fabrique en France et qu'on fabrique toute l'année, en gros, on a des délais de fabrication d'à peu près entre 5 et 10 jours suivant les modèles. Voilà. Donc c'est assez facile. On est vendu dans certains magasins un petit peu haut de gamme ou même dans des concessions automobiles. On a des conditions un petit peu atypiques. Et puis aussi effectivement directement sur notre site www.atelier heritagebike en un seul mot.com. ./fr si vous voulez, j'allais le rappeler. Xavier, merci beaucoup. Le mot de la fin, 30 secondes, Alexandre. On va tous finir à bicyclette ou alors il y a encore un petit peu de place pour un équilibre ? Je crois qu'on a vu que le vélo c'était l'avenir. On rentre dans une année olympique en 2024. Faisons de l'année 2023 et 2024 les années du vélo et ça n'est qu'un commencement. Merci beaucoup Alexandre, Nils et Xavier pour vos témoignages. Le numérique pour tous, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve toute la semaine en podcast et sur les réseaux sociaux. Je vous souhaite une excellente fin de week-end. Allez peut-être faire un petit tour à bicyclette et je vous dis à la semaine prochaine. Avec Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit.